Undeclared wars are commonplace. Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si parfois aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer ou même abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mai 2026. Max Blumenthal va nous rejoindre dans un instant pour parler de la façon dont le gouvernement fédéral peut criminaliser le fait d'apporter des médicaments aux enfants à Cuba et de qui profite vraiment de l'argent au Venezuela. Mais d'abord, une petite question. Vous ne grimacez pas un peu quand quelqu'un vous dit « Je te l'avais bien dit ». Désolé, mais je vous l'avais bien dit. L'or et l'argent allaient en tirer profit à cause de la création monétaire excessive, de l'inflation et de l'incertitude mondiale. Eh bien c'est là, c'est arrivé. L'or et l'argent ont atteint des niveaux historiques. Avez-vous appelé Lear Capital pour en acheter? Ce n'est pas trop tard. Les experts prévoient encore une hausse des prix. Pourquoi? Rien n'a changé. Le chaos géopolitique, la crise du coût de la vie et la faiblesse du dollar poussent les banques centrales à augmenter leurs réserves d'or. Les prévisions annoncent que l'or pourrait atteindre 6 000 $ l'once et l'argent 200 $ l'once. Même Morgan Stanley a abandonné la règle du 60-40 pour un 60-20-20 en plaçant 20% dans les métaux précieux. Ils se forment et vous devriez en faire autant. Appelez les meilleurs du secteur, ceux en qui j'ai confiance. Lear Capital. Demandez leur rapport, informez-vous, procurez-vous de l'or et de l'argent. Dites-leur que le juge vous envoie et obtenez jusqu'à 20 000 $ de bonus en or ou en argent. Appelez le 800 511 46 20 ou rendez-vous sur learjudgenap.com. In bonus gold or silver. Call 800-511-4620 or go to learjudgenap.com. Max Blumenthal, welcome here. Max Blumenthal, bienvenue, mon cher ami. Merci d'avoir encore une fois adapté ton emploi du temps au nôtre. Alors, quelles sont les dernières nouvelles du Venezuela? Qui fait de l'argent là-bas? Et quel Américain tire les ficelles? Bon, je me serais levé aussitôt uniquement pour m'adapter à ton emploi du temps. Je ne sais même pas si j'aurais fait quoi que ce soit sur ma propre plateforme à cette heure-là, mais c'est important de tout mettre sur la table. Je viens de publier un article sur The Grey Zone, avant même que le Washington Post ne sorte le sien, et maintenant Reuters en parle aussi. J'étais en avance sur le sujet, comme souvent quand il s'agit du Venezuela. Félicitations à vous, c'est amplement mérité. Merci. Et nous, on l'a fait avec un seul journaliste. Eux, il leur en a fallu 3, et genre 1 million de sources. Mais bon, moi j'ai découvert à peu près les mêmes choses, peut-être même plus, sur Mauricio Claver Carón, qu'on décrit comme le gardien du temple, celui qui détient les clés de Caracas. C'était le cerveau derrière toutes les politiques dures de Donald Trump, celles qui provoquent aujourd'hui tant de chaos en Amérique latine et qui ont entraîné une migration massive depuis la région. Pendant le premier mandat de Trump, quand il a été recruté par John Bolton au Conseil de sécurité nationale, ce fervent partisan cubano-américain du changement de régime a lancé plus de 200 sanctions
contre Cuba et le Venezuela. Franchement, il a détruit, ou du moins fait s'effondrer, l'économie vénézuélienne, au point qu'on a vu une vague sans précédent de migrants vénézuéliens arriver à la frontière américaine. Alors, vous voyez, il revient pendant la deuxième administration Trump et supervise l'expulsion de ces Vénézuéliens qui en réalité étaient venus légalement grâce au programme de TPS vers Sercot, la prison de torture au Salvador. C'est lui aussi qui a supervisé la désignation de Juan Guaidó comme président intérimaire. Toute cette histoire, la tentative de coup d'État raté au Venezuela. En gros, presque toutes les politiques de Trump envers Cuba et le Venezuela qui ont été destructrices viennent de cet homme, Mauricio Claver Carón, qui joue un peu le rôle de mentor pour Marco Rubio. Il a été au cœur d'un énorme scandale quand, entre les deux administrations Trump, il était président de la Banque interaméricaine de développement et qu'il a nommé sa petite amie Jessica Bedoya, qui en plus est aussi agente de la CIA comme sa chef de cabinet. Personne ne savait qu'elle était sa petite amie. Il lui a augmenté son salaire de $133 000 en un an. Un scandale qui rappelle un peu ce que Paul Wolfowitz avait fait à la Banque mondiale. Il avait fini par être écarté par tous les gouverneurs de cette grande institution multilatérale. Ensuite, il est revenu dans l'administration Trump, où il a provoqué des tensions. Il a été poussé dehors de nouveau. Aujourd'hui, c'est un particulier qui lève des fonds pour sa propre société d'investissement, qu'il dirige avec sa compagne, Bedoya. Et maintenant, il contrôle Caracas. Tout cela montre à quel point l'environnement à Caracas est corrompu. Alors, quelle est la politique la plus importante pour le gouvernement vénézuélien de Delcy Rodríguez? C'est la restructuration de 170 milliards de dollars de dettes qu'ils doivent rembourser à leurs créanciers. L'administration Trump annonce donc qu'elle va enfin autoriser le Venezuela à engager un conseiller financier pour l'aider à restructurer cette dette. Ce qui veut dire qu'il pourrait, peut-être, sortir du régime de sanctions. Mauricio Claver Carón envoie sa petite amie à Caracas et ils indiquent au gouvernement vénézuélien quel conseiller financier nommer. Aujourd'hui, Claver Carón se présente comme le Jared Kushner de l'Amérique latine. C'est un individu privé qui dit « Si vous voulez faire affaire ici, il faut passer par moi ». Et pendant ce temps, on voit ces vautours pro-MAGA se repaître de la carcasse de l'État pétrolier vénézuélien post-Maduro. C'est franchement très déprimant. J'entends dire que Donald Trump Jr. est là-bas pour lever des fonds pour son 1789 Fund, qui est un véritable canal de corruption. Une start-up soutenue par Peter Thiel vient de signer un accord majeur pour reconnecter le Venezuela à l'économie mondiale via le système SWIFT. Et Claver Carón supervise tout ça, alors qu'il n'a aucun portefeuille gouvernemental, aucun rôle officiel et donc aucune responsabilité envers nous. Résultat, nous, les contribuables américains, n'avons aucune idée d'où va l'argent du pétrole vénézuélien. Et les Vénézuéliens non plus. Comme je l'ai écrit, deux des maisons de négoce les plus corrompues de la planète, Trafigura et Vitol, sont responsables de l'exportation du pétrole du Venezuela. Ce sont des groupes que la division des pratiques de corruption à l'étranger du ministère de la Justice a déjà épinglés pour avoir versé des centaines de millions de dollars de pots de vin. Et qu'est-il arrivé à cette division sous Donald Trump au sein du DOJ? Il l'a supprimée. Il l'a suspendue. Donc, tout ce que fait l'administration Trump au Venezuela, c'est rendre les choses plus opaques, plus confuses, pour pouvoir en extraire davantage de richesses. Donald Trump vient même d'affirmer qu'il finançait la guerre contre l'Iran avec l'argent du pétrole vénézuélien. En d'autres termes, que tout cela sert de caisse noire pour ses aventures internationales personnelles. Et ça finira par se retourner contre le gouvernement de Delcy Rodríguez, qui, pour l'instant, a réussi à maintenir la stabilité. Mais cela pourrait conduire au même type de chaos qu'on voit aujourd'hui en Bolivie,
où le pays est au bord de la guerre civile, ou bien à l'arrivée d'un gouvernement de droite, d'inspiration néolibérale, comme on le voit en Équateur, menant une répression sévère, des descentes, brutalisant les paysans. C'est le danger qui menace le Venezuela sous la gestion de Trump. En quoi le public américain a-t-il gagné avec l'enlèvement de Nicolás Maduro et les perturbations qui en ont découlé au Venezuela? Eh bien, par exemple, en parlant avec un ancien haut responsable américain, on m'a dit que Maduro était très désireux de coopérer avec les États-Unis et de conclure un accord avant d'être enlevé. Donc, beaucoup de choses ont pu se produire parce que les États-Unis voulaient affaiblir la souveraineté du Venezuela et que Trump voulait piller le pays, ce que Maduro n'aurait jamais permis. Mais au final, en quoi les États-Unis ont-ils vraiment profité? Est-ce que nos prix du pétrole ont baissé? Est-ce qu'on a vu... Enfin, même si on regarde ça d'un point de vue néocolonial et rapace, est-ce que les États-Unis en ont tiré un avantage? Est-ce que le consommateur américain en a profité? Non. Les consommateurs américains en ont profité à peu près autant que lors de l'invasion de l'Irak. Et pendant ce temps, les Vénézuéliens ordinaires me disent que rien n'a changé. L'inflation augmente au Venezuela parce qu'elle augmente partout dans le monde. Et ça, c'est à cause de la guerre de Trump contre l'Iran, de la fermeture du détroit d'Ormuz et du blocus des ports iraniens imposés par Trump. Donc, rien n'a vraiment changé, sauf pour les proches de Trump, comme je l'ai déjà dit, Peter Thiel. Palmer Luckey est aussi impliqué dans cette start-up qui fait de l'argent là-bas. D'autres amis de Trump parlent d'acheter des hôtels de luxe, Don Junior par exemple. Tout ça, c'est pour eux. Ce sont les seuls à en avoir profité. Et si les démocrates gagnent les élections de mi-mandat, on va voir la commission de surveillance de la Chambre commencer à se concentrer sur cette corruption. Et là encore, ça aura des conséquences négatives pour Delcy Rodriguez et pour ce qu'il reste du chavisme, qui ont trop voulu en faire et se sont trop rapprochés de Trump, alors que la situation intérieure ne s'est pas améliorée. Et quand les démocrates recommenceront à pousser pour un changement de régime, avec leur éternel discours sur la démocratie, ça va leur retomber dessus. Madame, qu'est-ce que ça veut dire passer à Cuba? Qu'est-il arrivé à notre amie commune, Medea Benjamin, quand elle et ses collègues ont essayé d'apporter des médicaments pour les enfants cubains, là-bas, à Cuba? Eh bien, l'administration Trump, ou la mafia Trump, dirige l'un des règnes de répression les plus graves et les plus désordonnés contre le mouvement anti-guerre que nous ayons connu de notre vivant. Ils sont déterminés à écraser toute forme de contestation. Ils détestent le fait que Code Pink ait organisé hier une grande manifestation sur les marches du Capitole pour dénoncer la détention par Israël de 8000 Palestiniens, sans procès ni inculpation, qui sont en réalité des otages. Beaucoup d'entre eux subissent des violences sexuelles. Je crois que les Nations Unies viennent d'ajouter Israël à la liste des pays qui pratiquent les abus sexuels. Ils détestent le fait que Code Pink soit toujours dans les parages, qu'ils interpellent les gens au Capitole, qu'ils participent à des manifestations partout dans le pays. Et maintenant, ils cherchent à les faire taire, en accusant Medea Benjamin et le podcasteur Hazan Piker, qui est pourtant bien plus proche de l'aile progressiste du Parti démocrate, d'avoir violé les sanctions américaines et les licences de l'OFAC, simplement parce qu'ils auraient séjourné dans un hôtel soi-disant sous sanction pendant qu'ils livraient de l'aide à Cuba. En réalité, ils ne logeaient pas dans cet hôtel. C'est déjà absurde qu'on puisse être poursuivi juste pour avoir dormi dans le mauvais hôtel à Cuba, un pays touristique. Mais en plus, ce n'est même pas le cas ici. Toute cette histoire de poursuite ou de prétendue assignation repose sur un tweet viral qui était faux. Donc, c'est assez clair ce qu'ils essaient de faire.
Tout ça se passe sous la supervision du soi-disant directeur de la lutte antiterroriste, Sebastian Gorka. C'est un ancien officier du renseignement militaire britannique qui, avant de rejoindre l'administration Trump, travaillait chez Salem Media, une société aujourd'hui enregistrée comme agent étranger israélien. Sebastian Gorka a remplacé Joe Kent, et c'est lui qui dirige maintenant toute la politique antiterroriste du camp de gauche. Il a même déclaré qu'être de gauche faisait de vous un terroriste. Il l'a dit dans une interview. Il coordonne tout ça à travers le Conseil de sécurité nationale. Et leur objectif, c'est de réprimer la dissidence. La cible semble être Cuba, parce que la mafia de l'administration Trump veut rendre Cuba au contrôle de Miami. Il pourrait même lancer une intervention militaire là-bas d'ici l'été. Mais selon moi, tout ça tourne en réalité autour d'Israël. Et Cuba ne sert que de couverture à Israël, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. En quoi Cuba sert-elle de couverture à Israël? De la même façon que la Chine servait de prétexte à Israël dans l'affaire du rachat de TikTok. Quand des membres du Congrès et du gouvernement américain, sous Biden, se plaignaient que TikTok appartenait soi-disant à la Chine et que les jeunes étaient la cible de propagande chinoise, on a ensuite découvert, à travers Ted Cruz, ou même les remarques de Tony Blinken et d'autres, que les jeunes étaient en réalité mobilisés en soutien à la Palestine après le 7 octobre. C'était ça, la vraie raison de leur mécontentement. Et qui a fini par racheter TikTok? David Ellison, le milliardaire pro-Israël, fils de Larry Ellison, le magnat des centres de données, proche ami de Benjamin Netanyahu. Ceci sont un club possède maintenant CNN et CBS. Exactement. Et ils l'ont fait de plusieurs façons pour étouffer la dissidence contre Israël. Hazan Piker est vraiment détesté par les républicains, mais aussi par une partie des démocrates, l'aile de Debbie Wasserman Schultz, l'aile de Chuck Schumer, qui ne supportent pas qu'une partie de leur propre parti veuille sanctionner Israël. Medea Benjamin, elle, est surtout détestée à cause de son activisme pour la Palestine. Et beaucoup d'autres personnes visées par cette fausse opération fédérale sont elles aussi principalement détestées par ce camp-là, pour la même raison, leur engagement en faveur de la Palestine. Mais à travers Cuba, et à travers ce voyage à Cuba, auquel Medea Benjamin et Hazan Piker ont participé, je crois que c'était en avril. Pour livrer de l'aide humanitaire, ils semblent avoir trouvé une ouverture. Une porte d'entrée pour émettre des assignations et commencer à les harceler. Donc ce que je comprends, c'est que l'administration Trump prévoit de soutenir la campagne d'Israël dans toute la région. Ils savent très bien qu'il va y avoir une énorme contestation. C'est pour ça que quand Pam Bondi était procureur général, on l'a fait venir en Floride pour rencontrer Miriam Adelson. Ensuite, elle est montée sur scène lors de l'événement du Conseil israélo-américain de Miriam Adelson pour annoncer que le ministère de la Justice allait définir l'antisémitisme comme un discours de haine et commencer à sévir contre les nationalistes. Parce qu'ils savent qu'une partie croissante de la population, y compris à la base du Parti républicain, est révoltée par ce massacre et qu'ils veulent donc resserrer le contrôle. Comment? Comment réagissent les Juifs américains? Je veux dire, est-ce qu'il existe des chiffres montrant qu'un nombre important de Juifs américains s'opposent au régime sioniste? Oui, il y a un nouveau sondage qui vient de sortir. Attendez, je vais retrouver le nom pour être aussi précis que possible, au cas où certains douteraient de ce que je dis, parce que c'est vraiment frappant. C'est un sondage du Jewish Voter Resource Center, et il montre que presque 50% des Juifs américains de moins de 35 ans sont favorables à un État binational. Autrement dit, ils sont en pratique anti-sionistes et soutiennent la fin d'Israël en tant qu'État fondé sur une suprématie ethno-juive. C'est très significatif. Ce pourcentage
est plus élevé que celui des jeunes juifs, ou des juifs américains en général, qui soutiennent l'annexion de la Cisjordanie, ce qui était la politique de fait des États-Unis sous Trump. Dans l'ensemble, la majorité des juifs américains restent favorables à une solution à deux États, qui en réalité n'existe pas. Et comme il n'y aura jamais d'État palestinien, on voit bien que dans la communauté juive américaine, tout le mouvement d'opinion des jeunes va vers l'antisionisme. Et ça reflète d'ailleurs l'opinion générale du public américain. Dans la circonscription de Thomas Massie, lors de cette élection où il a été battu, en grande partie à cause de milliardaires pro-Israël, la majorité des électeurs de moins de 45 ans ont soutenu Thomas Massie. Ceux de plus de 45 ans, et surtout les plus de 50 ans, les boomers de Fox News, ont soutenu le candidat qu'Israël avait opposé à Massie, Ed Gowrie. On peut même citer un sondage du Washington Post, publié il y a quelques mois, qui montrait que plus de 60% des adultes juifs américains estimaient qu'Israël avait commis des crimes de guerre à Gaza. Et 40% pensaient qu'il avait commis un génocide. Quand on regarde les chiffres en détail, plus les répondants sont jeunes, plus ils estiment qu'Israël est responsable d'un génocide. Donc la vie juive est en train de changer sur fond de ce qui se passe à Gaza. Les Juifs qui sont plus progressistes, ou qui ont tendance à l'être aux États-Unis, sont souvent moins proches du judaïsme orthodoxe. Mais d'un autre côté, j'ai lu une autre étude menée par un sondeur juif qui s'appelle Sergio Della Pergola, qui montre qu'aux États-Unis, ceux qui ont le plus d'enfants juifs, ce sont les ultra-orthodoxes. Et beaucoup d'entre eux sont en réalité non-sionistes, voire anti-sionistes, comme les Satmar. Et d'ici 2050 ou 2060, près de la moitié des Juifs aux États-Unis seront ultra-orthodoxes. Les hommes travaillent rarement et donc vivent souvent des aides de l'État, ce qui prépare une crise. Et pendant ce temps, ce sondage du Centre de ressources pour les électeurs juifs, qui devrait susciter beaucoup de réflexions au sein des institutions communautaires juives et des dirigeants autoproclamés qui ont soutenu le génocide à Gaza, eh bien, ils n'en parlent pas. Les fédérations juives, qui sont en quelque sorte l'organisme principal coordonnant la vie communautaire juive semi-officielle aux États-Unis et qui sont fermement sionistes, ont refusé de commenter ce sondage. D'après mon expérience, si vous vous engagez dans cette tendance antisioniste au sein de la vie juive et que vous essayez de vous organiser autour de ça, vous êtes mis à l'écart de la communauté. Vous ne trouvez plus aucun espace où vous pouvez vraiment participer à quoi que ce soit. Donc la crise est en train de couvert parce que cette direction autoproclamée va se retrouver à bien des égards dans la même situation que notre direction politique nationale. Obligée d'imposer des mesures non démocratiques, voire antidémocratiques, pour étouffer la contestation à l'intérieur même de sa base sur la question israélo-palestinienne. En réalité, tout cela est en train de transformer profondément la vie américaine, et ce n'est pas du tout limité à la vie juive. À ton avis, qu'est-ce que Trump espère gagner avec sa menace d'hier de faire exploser l'Iran? C'est absurde, surtout quand on parle d'un allié des États-Unis. Un allié des États-Unis, un négociateur clé, l'un des plus importants dans tout ce conflit. Trump menace de les faire exploser s'ils ne font pas ce qu'il veut autour du détroit d'Ormuz, parce qu'ils sont censés être des alliés essentiels au cœur du futur système de péage prévu autour du détroit d'Ormuz, que l'Iran a défini comme une ligne rouge dans ses conditions de négociation. Le département d'État a relayé la menace de Trump de faire exploser Oman. C'est important, parce que c'est un message adressé à l'ensemble des États du Golfe, au Conseil de coopération du Golfe. Trump a aussi, et je ne pense pas qu'il sache vraiment de quoi il parle. C'est Jared Kushner qui lui a dit de dire ça.
Il a aussi exigé que tous les autres États du Golfe, par exemple l'Arabie saoudite, surtout l'Arabie saoudite, rejoignent les accords d'Abraham, que moi j'appelle les accords Epstein. Ces accords ont pour but d'enterrer la question palestinienne et la lutte du peuple palestinien et de les forcer à normaliser leurs relations avec Israël pour qu'un accord puisse être conclu avec l'Iran. Donc, ce que Trump dit à l'Arabie saoudite ou à Oman, c'est que s'ils ne font pas ce qu'il veut, ils seront détruits. Soit Trump ordonnera qu'on les bombarde, soit il rallumera la guerre contre l'Iran. Et on sait tous que l'Iran répliquera contre les pays qui accueillent des bases américaines, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et il va plonger ces pays dans le désastre. Trump menace donc de détruire tous ces pays qui l'ont pourtant tant soutenu. Vous vous souvenez de la danse du sabre pendant le premier mandat de Donald Trump en Arabie saoudite? Il est reparti de sa dernière visite là-bas avec, disons, $1 trillion, et tout ce qu'ils ont reçu en retour, ce sont des menaces de destruction. Que s'est-il passé? Je vais être clair. Il est temps que l'Arabie saoudite et les États qui n'ont pas bradé leur indépendance, comme les Émirats arabes unis, se réveillent, qu'ils commencent à bâtir des alliances régionales et qu'ils trouvent un terrain d'entente avec l'Iran. Sinon, ils feront face à la destruction annoncée par le roi fou. C'est clairement le message. Que se passerait-il si les États-Unis et l'Iran concluaient un accord dans lequel Trump retirerait l'armée américaine? Qu'est-ce que Netanyahou et son entourage feraient pour saboter cet accord? Eh bien, le retrait de l'armée américaine des États du Golfe ne serait pas forcément la fin du jeu pour Israël. On voit déjà comment Israël se positionne. Le pays est prêt et même demande activement aux États-Unis d'installer des bases militaires permanentes sur son propre territoire. Il a déjà mis à disposition des pistes de l'aéroport Ben Gurion pour les avions américains C-130, ainsi que pour les chasseurs F-35 et F-15, transformant en pratique tout l'aéroport en bouclier humain. La base aérienne de Nevatim, dans le sud, dans le désert du Negev, est le principal point de départ des F-35 en direction de l'Iran. Et c'est aussi parce qu'Israël, avec son petit territoire et sa population nombreuse, prête au combat, dispose de beaucoup plus de défenses anti-aériennes et anti-missiles concentrées sur un espace réduit que les États du Golfe. Du coup, le pays est plus facile à défendre et sa censure militaire est restée totalement hermétique. Il a donc été difficile de savoir à quel point l'Iran a endommagé les avions américains stationnés sur ses bases. Netanyahou pourrait d'ailleurs profiter de la situation pour présenter Israël comme encore plus indispensable à la projection de la puissance américaine dans la région. Et puis, il y a aussi l'Azerbaïdjan, qui est, à bien des égards, aligné avec Israël contre l'Iran, et qui a lancé des attaques à travers la mer Caspienne contre l'Iran. Impressionnant. Dernière question à propos du Liban. Israël et le Liban n'étaient-ils pas engagés dans des négociations de cessez-le-feu à Washington? Eh bien, ça montre simplement l'impuissance du gouvernement libanais. Son propre premier ministre, Najib Mikati, ne représente même pas de parti politique. Et pourtant, ils ont couvert certaines des attaques les plus atroces que la population libanaise ait subies depuis des années. Ils ont mené des négociations à 2 reprises à Washington, soi-disant pour un cessez-le-feu. Ils ont même envisagé d'utiliser l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Mais ils ne l'ont toujours pas fait, ce qui signifierait une guerre civile et une reddition totale à Israël, qui a des troupes dans le sud du Liban. Ils n'ont accepté aucun calendrier pour un retrait israélien, alors même qu'ils se sont engagés dans ces négociations inconstitutionnelles.
Et maintenant, qu'est-ce que fait Israël? Il a évacué la 5e plus grande ville du Liban, Tyr, dans le sud du pays, provoquant un nettoyage ethnique d'une ampleur historique. Aujourd'hui, il bombarde et ordonne l'évacuation de Nabateh. En réalité, il s'en prend à ce qu'il considère comme la base de soutien du Hezbollah, parce qu'il ne peut pas le vaincre militairement. Ses soldats subissent des pertes à cause d'attaques de drones FPV qu'ils ne parviennent pas à contrer. Alors, ils visent simplement les civils de l'autre côté de la frontière. Et le gouvernement libanais, lui, ne fait rien, à part agiter le drapeau blanc. C'est absolument criminel. Je ne pense pas qu'on mesure vraiment l'ampleur de la souffrance humaine au Liban. J'encourage tout le monde à suivre les reportages de Wyatt Reed, de The Grey Zone. Il est à Beyrouth. Il se rend régulièrement dans le sud du pays et il a produit, par exemple, un reportage avec Nabateh Rescue, ces secouristes qui tentent de soigner les blessés touchés par des frappes de drones israéliens ou par les bombardements de leurs maisons. Et ce qui se passe, c'est que ces secouristes sont tués jour après jour dans des frappes doubles ou triples visant les ambulances. Israël affirme simplement qu'il s'agit de cibles du Hezbollah. C'est un crime d'une ampleur historique qui se déroule sous nos yeux en temps réel. Alors, les États-Unis et l'Iran, enfin disons les choses clairement, l'Iran n'acceptera jamais un accord avec les États-Unis qui ne limite pas les actions d'Israël à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, n'est-ce pas? Eh bien, le Liban est vraiment la clé, à cause de l'alliance avec le Hezbollah. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle Israël intensifie les tensions. Netanyahou fait monter la pression au Liban pour saboter cet accord, dans lequel l'Iran a déclaré qu'il ne signerait rien si le Liban n'était pas inclus. Si l'Iran obtient cet accord, il gagnera le respect de nombreux Libanais qui ne soutiennent pas le Hezbollah. Simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose une guerre. Israël ne peut pas laisser faire ça. Netanyahou ne peut pas laisser la guerre se terminer, car ce serait une défaite pour lui, et il entre en campagne électorale plus tard cette année. Je vois que les sondages en Israël oscillent pas mal en ce moment. Il y a quelques semaines, on pensait que le parti de Netanyahou, le Likoud, allait perdre face à l'opposition. Aujourd'hui, ils ont 2 sièges d'avance. Et tant qu'il maintient la guerre, il peut garder une chance, une possibilité pour le Likoud de survivre. Ce qui veut dire qu'il doit saboter l'accord avec l'Iran. Il doit le faire aussi, parce qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran détruirait le projet de toute une vie de Netanyahou. Provoquer un changement de régime en Iran. Alors, Netanyahou agit pour saboter l'administration Trump, en intervenant dans la politique américaine par l'intermédiaire de ses relais, comme par exemple le sénateur Ted Cruz, dont le bureau est dirigé par un agent israélien nommé Omri Seren. On a vu Trump s'approcher très près d'un accord, et maintenant il doit faire marche arrière. Je serais vraiment très surpris s'il y avait la moindre négociation sérieuse en cours. Je serais aussi très surpris si l'administration Trump parlait à l'Iran de manière sérieuse, après toutes les pressions que Donald Trump a subies de la part d'Israël. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité en Israël, a déclaré ouvertement qu'Israël n'autoriserait pas les États-Unis à conclure un accord. Et ça montre vraiment où se trouve le pouvoir. Ça met en lumière la véritable dynamique du pouvoir et qui tient réellement les rênes à Washington. Wow. Max, merci mon cher ami. Encore une fois, ta connaissance de tous ces points chauds est vraiment encyclopédique et tu nous apportes des explications remarquables. Merci infiniment. Merci encore pour ton temps. Merci beaucoup, monsieur le juge. Bien sûr. Quel homme brillant et talentueux. Un peu plus tard aujourd'hui, si vous nous regardez en direct, dans environ 1h15 à 11h ce matin, je crois qu'il est en Chine, ou peut-être à Saint-Pétersbourg, Pepe Escobar.
À 14h15 cet après-midi, le colonel Lawrence Wilkerson. Et pour conclure à 15h, le colonel Douglas McGregor. Le juge Napolitano pour Judging Freedom. Douglas McGregor, Judge Napolitano for Judging Freedom.